Bonjour à tous, je suis donc Carole Piette, je suis cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Pur Projet, un collectif d'entrepreneurs sociaux environnementaux. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et que je baigne beaucoup dans l'univers des mutants et des super-héros en ce moment, mais j'ai envie de nous définir comme un collectif de mutants. Nous vivons et nous accompagnons une mutation vers une économie positive. Oups, c'est déjà là. Donc pour ma part, ma mutation, eh bien écoutez, je suis arrivée sur Terre avec beaucoup de conviction. Je ne comprenais pas qu'on mette du rose aux filles. J'étais un petit peu castagneuse et révoltée et je faisais beaucoup la morale à tous ceux qui jetaient des papiers dans la nature. Et puis évidemment, logiquement, j'ai commencé ma vie professionnelle dans une multinationale de l'agroalimentaire qui comptait à l'époque 3 personnes, qui s'appelait Alter Eco, et qui avait pour ambition de démocratiser le commerce équitable dans la grande distribution. Donc très rapidement, j'ai reçu 2 titres, celui de militante et celui de féministe, mais ça ne choquait personne que j'aille militer dans la grande distribution, un milieu très très féminin. Et voilà, avec l'équipe d'Alter Eco, les choses se sont assez bien passées. Nous avons créé quelques années plus tard Pur Projet, dont je suis là pour vous parler aujourd'hui. J'ai perdu mon titre de militante parce qu'à fréquenter les acteurs de la grande distribution, j'avais fini par bien les apprécier, donc c'était plus très crédible. Et j'ai gardé mon titre de féministe, mais avec ça, je suis quand même aujourd'hui dauphine de la Miss Bio en 2013. Donc comme quoi, tout peut arriver, les mutations les plus étonnantes de la révolte vers le positif. Petite introduction sur ma mutation propre. Et je dirais que chez Pur Projet, dans ce collectif d'entrepreneurs, nous partageons tous cette envie aujourd'hui d'accepter ce qui est, tout en pensant que tout est possible de changer les choses, en quelque sorte. Pardon. Donc Pur Projet, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises pour que leur modèle économique fasse corps avec l'écosystème dont elles dépendent. Aujourd'hui, quand nous rencontrons un dirigeant, nous lui proposons un bilan écosystémique. Nous évaluons sa dépendance à son écosystème et le réinvestissement nécessaire pour que celui-ci se régénère au moins aussi vite qu'il est utilisé, ou du moins ne se dégrade pas. Notre outil dans ce schéma, c'est l'arbre. L'arbre est le système de l'agroforesterie, l'arbre planté dans des parcelles agricoles en milieu tempéré ou en milieu tropical. Et en fait, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous pour vous parler de l'arbre et de l'agroforesterie aujourd'hui, parce que c'est une très belle histoire. J'aime beaucoup les belles histoires. Et en fait, c'est l'histoire d'un trésor, puisque l'arbre est un vrai trésor. Aujourd'hui, l'arbre est le meilleur investissement que vous puissiez faire sur Terre. Quand vous plantez un arbre, ça vous coûte quelques centimes d'euros, mais ça vous rapporte pendant 50, 100 ans des services écosystémiques gratuits. Alors ça vous rapporte à vous, individus, planètes, entreprises, producteurs. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, quels sont les services écosystémiques de l'arbre et pourquoi l'arbre est un trésor. Oups. Donc, commençons par 2 images successives. Une image de monoculture intensive. Donc, c'est un schéma qui, en tout cas pour ma part, me donne pas trop envie d'y être. On voit que les cultures sont très exposées au soleil, le sol est rapidement desséché, évaporation, etc. Quand on passe à ce schéma-là, le schéma agroforestier, j'aimerais en fait que vous preniez le temps d'essayer de vous plonger dedans, de le regarder et de vous souvenir de tout ce que vous avez pu apprendre sur l'arbre quand vous étiez petit. Et on va décrire ce cycle de l'agroforesterie. En fait, l'arbre, bien sûr, il agit comme un puits de carbone. Face au réchauffement climatique, c'est une première chose importante. Mais l'arbre aussi, il va préserver les ressources en eau, il va agir avec son système racinaire en allant puiser très profond des nutriments et en récupérant les nutriments des plantes qui sont plus en haut et en assainissant les nappes phréatiques. L'arbre va servir d'ascenseur également. Il va remonter tous les nutriments quand ses feuilles vont retomber sur le sol avec l'aide des champignons, avec l'aide des insectes, avec l'aide des animaux. On va avoir un humus qui va se recréer. On va avoir un sol qui va être plus fertile. Et comme le système agroforestier, justement, consiste à combiner différentes cultures, différents arbres, chacun
va apporter les nutriments nécessaires à la qualité des sols, l'azote, le potassium, le phosphore, tous ces petits mots en fait, que vous pouvez voir derrière les bouteilles d'engrais chimiques dans les commerces. Voilà, donc l'arbre va vraiment participer à la régénération de l'écosystème, mais l'arbre a un effet protecteur également, puisqu'il agit en cas de forte pluie par exemple, il protège des inondations, puisque si vous avez un terrain nu, une averse, vous voyez que c'est assez rapidement inondé. Avec un arbre, les gouttes vont couler le long des feuilles, le long des branches, le long du tronc, le long des racines, vont être retenues dans les sols. On va avoir une humidité qui va se maintenir à tous les niveaux. On va avoir un air plus humide, plus frais, qui va servir en cas de forte chaleur, en cas de sécheresse, le cas inverse. L'arbre va aussi servir de brise-vent. Donc, vous le voyez, il y a énormément de bénéfices déjà pour la planète, bénéfices de l'arbre. Donc on peut dire que l'arbre crée de la valeur pour la planète à plusieurs niveaux et que l'agroforesterie, ce système que je vous ai montré en illustration, est une opportunité d'équilibre pour l'écosystème. Alors l'arbre crée aussi de la valeur pour les producteurs. Aujourd'hui, les petits producteurs agricoles avec lesquels on travaille dans le cadre des projets de Pur Projet voient avec l'intégration des arbres dans leurs parcelles agricoles plusieurs bénéfices. Déjà la réduction des intrants. On a besoin de moins de produits chimiques étant donné qu'on a recréé une qualité des sols. La vente, la diversification des revenus, la vente de fruits, la vente de la biomasse, à terme la vente de bois d'œuvre. Il y a des meilleurs rendements qui sont liés aux insectes pollinisateurs qui sont revenus sur les zones agroforestières. Vous savez, les pollinisateurs, ce sont ces petits êtres vivants qui permettent d'atténuer ou de limiter, les auxiliaires de culture, pardon, permettent d'atténuer ou de limiter les effets des ravageurs ou d'être pollinisateurs. Je ne sais pas si je viens trop technique sur l'arbre ou si j'arrive plus à vous faire rêver. Après, Luc Jacquet, c'est difficile de rentrer dans ces aspects-là. Mais bon, voilà, du moins, on a ces meilleurs rendements pour les producteurs. Et on a aussi une valorisation du patrimoine. Nos producteurs, en fait, les producteurs avec lesquels on travaille, notamment au Pérou, appellent les projets forestiers le programme Jubilación, le programme assurance retraite, puisque pour eux, c'est une valorisation de leur patrimoine, une valorisation de leur terrain. Les arbres sont un actif à forte valeur ajoutée, mais aussi, étant donné qu'on rentre dans des cadres de certification carbone, il y a toute une formalisation des projets qui donne lieu à l'accès à des titres de propriété. Donc, c'est assez important, cette acquisition de patrimoine qui, pour nous, est quelque chose de relativement évident et culturel, mais qui est une vraie révolution et un vrai bénéfice pour les petits producteurs. Très chaud. Voilà, l'arbre crée aussi de la valeur pour les entreprises. Alors, à plusieurs niveaux. Déjà, sur les filières d'approvisionnement de ces mêmes producteurs dont je viens de vous parler, les producteurs des matières premières que nous consommons tous, le fait de travailler sur des programmes agroforestiers avec les petits producteurs permet de sécuriser et de pérenniser ces filières d'approvisionnement. On a un client, Nescafé par exemple, pour qui le café est un enjeu stratégique, évidemment, avec lequel on a mis un pilote en place aux Philippines. En fait, Nescafé en Asie a constaté depuis quelques années que la fréquence et l'intensité des incidents climatiques s'accroissaient. Le résultat de ça, c'était des mauvaises récoltes et un besoin d'importation dans certains pays qui autrefois étaient autosuffisants. C'était le cas des Philippines. Donc, avec Nescafé, on a mis un pilote en place pour aider, via les programmes d'agroforesterie et avec l'arbre, les producteurs à avoir de meilleurs rendements, à retourner à la culture du café, ce qu'ils avaient tendance à abandonner, et également à diminuer leurs coûts, puisque dans ce cadre-là précisément, les intrants chimiques représentent 25 à 35% du coût de production, donc c'est vraiment significatif. Évidemment, pour Nescafé Philippines, ça permet d'éviter les coûts d'importation liés à l'importation du café manquant, notamment du Vietnam. Les autres bénéfices, un autre bénéfice pour les entreprises, ça peut être d'enrichir la notion de compensation au sein des filières de l'entreprise. Alors la compensation, on parle beaucoup de compensation carbone, on parle beaucoup de CO2.
souvent c'est perçu comme une contrainte, c'est décorrélé de l'activité de l'entreprise. Or, avec les programmes agroforestiers, on peut trouver des systèmes pour que l'entreprise compense ses émissions dans le cadre même de ses filières de produits. On a l'exemple avec une société qui s'appelle Chocolat Alba, qui achète à des producteurs de cacao son cacao, et dans les parcelles de ces producteurs, un programme agroforestier a été développé. Du coup, Chocolat Alba participe à l'amélioration des rendements de ses producteurs, à l'amélioration des conditions de vie, compense ses émissions de CO2, étant donné que le projet est certifié compensé carbone, et au final, a un produit qui a, on va dire, un impact bien au-delà des émissions de CO2, mais on pourrait appeler ça du carbone social, en quelque sorte. Carbone social intégré pour aller un peu plus loin. Par rapport à cette notion de compensation, l'intérêt aussi des projets autour de l'arbre, c'est qu'on peut, là, ne pas juste parler de carbone, mais considérer absolument tous les enjeux. L'eau, le sol, la biodiversité, le climat. Alors, encore quelques exemples de ce qu'on fait avec nos clients. La société Clarins, pour qui les plantes sont importantes, les plantes aromatiques, les plantes médicinales, les plantes à maquillage. On a travaillé avec Clarins sur le thème de biodiversité et la société a choisi de participer à des programmes de réintroduction d'arbres médicinaux, d'arbres à maquillage aussi, notamment en Amazonie, avec des arbres à urucum, qui sont les maquillages qu'on utilise pour les peintures indiennes. Ils ont aussi, de l'autre côté, mis en place des programmes de préservation de la biodiversité en Chine, là où la marque est assez implantée, ce qui permet aussi de se rapprocher de ses consommateurs, de ses collaborateurs. Donc il y a vraiment une vision globale d'une seule et même planète et une action au-delà du carbone, au-delà de juste annuler sa dette, annuler son empreinte à la planète, mais plus une vision de se dire, voilà, nous sommes une société qui a besoin des plantes, qui a besoin de la biodiversité. Nous allons agir pour cette biodiversité. Nous allons agir là où c'est cohérent, là où sont nos consommateurs, là où sont nos collaborateurs. Et nous allons pouvoir raconter une histoire sur nos produits, puisque dans le cadre des fameux arbres à maquillage, on va jusqu'à une palette de produits éco-conçus avec du maquillage naturel et l'histoire qui est racontée autour de ces projets. On a aussi le cas avec Vitel. Et ça m'amène, la transition se fait, on va dire, vers un autre bénéfice de l'arbre qui est la valorisation de la marque. Vitel a choisi de travailler sur la thématique de l'eau. Vitel ne voulait absolument pas parler de compensation CO2, voulait travailler sur la thématique de l'eau. Et ce qu'ils ont choisi de faire, c'est non seulement de réintégrer des arbres autour de l'impluvium de la source de Vitel, donc assainir les nappes phréatiques, là où l'eau est puisée, mais également de participer à des programmes en Amazonie, là où les ressources en eau sont les plus importantes de la planète. Et ils ont planté 1 million d'arbres et préservé 30 000 hectares de forêts primaires en Amazonie. Donc c'est quand même très significatif. Et jusqu'au bout, ils ont communiqué sur cette démarche autour de l'arbre, sur leur packaging. Donc voilà. L'arbre peut devenir un outil de valorisation pour la marque, mais pas juste un outil que l'on affiche, que l'on colle, un outil qui rentre vraiment dans le métier, qui rentre dans l'histoire de ce que fait la société et qui, du coup, est perçu par les consommateurs comme totalement cohérent. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce que recherchent beaucoup de consommateurs, beaucoup d'individus, c'est d'avoir des sociétés aujourd'hui qui, quel que soit leur volume, quelle que soit leurs ampleurs, racontent des choses réelles, parlent de sens, agissent pour leur écosystème, parce que au final, ce que nous voulons tous, c'est que nos enfants profitent des mêmes choses que nous, qu'ils puissent manger du poisson de la mer, qu'ils puissent profiter d'un air pur, qu'ils puissent se baigner, enfin qu'ils puissent bénéficier des mêmes choses que nous. Et nous tous, consommateurs et citoyens, nous attendons aujourd'hui, je pense fortement, des entreprises qui ont des messages pour la planète, qu'elles aient des actions concrètes derrière et qu'elles aient une histoire cohérente. Et cette approche vis-à-vis des collaborateurs, donc cette valorisation de la marque qui est permise par l'arbre, est également quelque chose qui marche avec les collaborateurs de l'entreprise. Nous avons le cas d'Accor, par exemple,
qui avait mis en place un système, vous savez, de récupération des serviettes usagées. Vous avez sûrement vu ça en allant dans les hôtels. Au début, ça ne marchait pas très bien. En fait, c'était parti de la volonté d'économiser, de faire des économies en termes énergétiques. Ça ne marchait pas très bien. Il y avait 5% de serviettes en moins. Ça ne marchait pas bien parce que les clients ne reposaient pas forcément leurs serviettes, mais parce qu'aussi les femmes de ménage n'avaient pas ces habitudes, ne comprenaient pas l'intérêt. Pour elles, c'était une rupture dans leur métier. Voilà. Accor a ensuite réfléchi, a voulu travailler sur une cartographie de son écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont voulu mesurer leur externalité environnementale, donc là où ils ont le plus d'impact. Ils ont été très très surpris de voir que l'impact le plus négatif qu'ils avaient était sur l'eau, et notamment à cause de l'amont agricole, ce qui peut sembler assez surprenant pour une chaîne hôtelière. Et là, les programmes d'agroforesterie ont commencé à faire complètement sens. Et une mécanique a été créée. Je vais demander à mes clients de reposer leurs serviettes, et à chaque fois qu'ils reposeront 5 serviettes, je planterai un arbre. Comment je finance la plantation de cet arbre? Par les économies que j'ai réalisées. On est passé de 5% à 15%. Donc on a vraiment eu une motivation de la clientèle, mais aussi des collaborateurs, des femmes de chambre, parce qu'Accor a choisi de lancer ces projets dans 16 pays, et notamment là où les hôtels étaient implantés. Les collaborateurs ont pu venir planter des arbres, rencontrer les producteurs, des liens se sont créés, une histoire s'est créée. Là, je pense qu'on a une image qui est assez représentative d'une motivation d'une équipe, d'une société. Voilà, un dernier bénéfice pour les entreprises de l'arbre. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, l'arbre et la forêt sont le poumon de la planète, mais l'arbre et la forêt sont aussi des pièces maîtresses de l'économie de demain. Avec l'arbre, on a des bénéfices pour la planète, nous l'avons vu, des bénéfices pour les producteurs, les petits producteurs agricoles, en milieu tropical, mais aussi en milieu tempéré. On a des bénéfices pour les entreprises. On a vraiment une vision circulaire qui se met en route. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement à faire pour réparer les dégâts qui sont liés au développement économique des 100 dernières années, que finalement, réparer la planète, c'est vraiment le plus gros gisement de croissance positive, le plus gros gisement de création d'emplois, des emplois qui sont sur cette réparation nécessaire, mais des emplois aussi qui vont nous permettre d'avancer vers une économie plus en symbiose avec son écosystème. Je pense que l'arbre est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire sur Terre. Je pense que l'arbre est un véritable trésor et que l'arbre peut participer à cette réconciliation de l'économie et de l'écosystème. Aujourd'hui, je vous invite d'ailleurs à participer à cette réconciliation à votre niveau individuel, puisque nous avons une exposition magnifique de Nazia Messaoui qui est dans l'espace networking, je crois, juste par là, où vous pouvez poser vos pieds, sentir le battement de votre cœur et voir un arbre virtuel se créer, pour lequel un arbre réel sera planté. Pour poursuivre cette histoire, je vous invite à aller voir l'exposition juste après le cycle de conférences. Merci beaucoup à tous.